Le sang sur mes phalanges avait séché depuis longtemps quand j'ai enfin compris que ma femme me trompait. Ce matin-là, dans notre cuisine baignée de lumière dorée, Élise préparait son café avec cette grâce habituelle qui m'avait séduit il y a 10 ans. Ses cheveux châtains tombaient en cascade sur ses épaules nues, et je me suis surpris à penser, comme chaque matin, que j'étais l'homme le plus chanceux au monde. Notre mariage était un modèle pour nos amis, un équilibre parfait entre passion et complicité, entre réussite professionnelle et bonheur domestique. Tu pars tôt aujourd'hui ? M'a-t-elle demandé sans lever les yeux de son smartphone. Conférence de marketing digital au Palais des Congrès. Cette masterclass sur le retargeting pourrait révolutionner nos campagnes. Ma société de conseil en investissement traversait une période faste. Les liquidités affluaient, les portefeuilles de nos clients gonflaient, et mon propre revenu passif me permettait d'envisager l'achat de cette villa sur la Côte d'Azur dont Élise rêvait depuis notre lune de miel. Notre cash flow était au beau fixe, nos rendements dépassaient toutes nos projections. Élise a souri, ce sourire qui illuminait mes journées les plus sombres. Parfait. Moi, j'ai ce shooting pour la marque de cosmétiques dont je t'ai parlé. Le partenariat pourrait se concrétiser si les chiffres sont bons. Ma femme était devenue une influenceuse mode et beauté reconnue. Ses 2 millions d'abonnés sur Instagram la suivaient religieusement, et les marques se disputaient ses publications. Son succès m'emplissait de fierté. Nous formions un couple moderne, ambitieux, complémentaire. Je me suis approché pour l'embrasser, respirant au passage son parfum habituel, ce Chanel numéro 5 que je lui offrais chaque anniversaire. Mais quelque chose clochait. Une note différente flottait dans l'air, plus masculine, plus boisée. Quelque chose que je ne connaissais pas. « Tu as changé de parfum ? » ?»« Non, pourquoi ?» a-t-elle répondu trop rapidement, ses joues se colorant légèrement. « Pour rien. Simple curiosité. » Mais le doute s'était glissé en moi comme une lame froide entre les côtes. La journée s'est déroulée normalement. La conférence était passionnante, les intervenants brillants. J'ai pris des notes sur les nouvelles stratégies de branding, les techniques d'engagement client, les métriques de ROI qui révolutionneraient notre approche. Mon téléphone vibrait régulièrement, messages de clients satisfaits de leurs derniers investissements, notifications de notre plateforme e-learning où je dispensais des cours sur la gestion patrimoniale. Vers 15 heures, j'ai reçu un SMS d'Élise, shooting reporté. Je reste à la maison. Bisous. J'ai souri. Une soirée tranquille en perspective, peut-être même une escapade romantique comme au début de notre relation. J'ai quitté la conférence plus tôt que prévu, m'arrêtant chez notre fleuriste habituel pour acheter des roses blanches, ses préférées. Notre maison de Neuilly respirait le bonheur. Architecture moderne, jardin paysager, garage double où trônait ma Tesla et sa Mini Cooper. Le fruit de nos efforts conjugués, le symbole tangible de notre réussite. En garant ma voiture, j'ai remarqué une BMW série 7 noire stationnée de l'autre côté de la rue. Étrange, ce n'était pas une voiture du quartier. J'ai ouvert la porte d'entrée avec précaution, voulant surprendre Élise. Le silence régnait au rez-de-chaussée. Elle devait être à l'étage, dans notre chambre ou son bureau où elle préparait ses contenus. J'ai gravi les marches en bois ciré, les roses à la main, le sourire aux lèvres. C'est alors que je l'ai entendu. Un rire. Le rire cristallin d'Élise, mais d'une tonalité que je ne lui connaissais pas. Plus grave, plus sensuelle. Plus intime. Je me suis figé sur le palier. Une voix masculine lui répondait, grave et chaleureuse. Mes mains se sont crispées sur les tiges des roses, les épines mordant ma peau sans que je le sente. « Tu es incroyable » murmurait la voix. « Comment fait-il pour ne rien voir ?» Le sang s'est retiré de mon visage. Mes jambes ont vacillé. Le monde s'est mis à tourner autour de moi comme une toupie folle. « Il ne voit que ce qu'il veut voir » a répondu Élise avec une désinvolture qui m'a glacé le sang. « C'est plus simple comme ça. J'aurais dû partir. J'aurais dû redescendre, claquer la porte, faire du bruit, annoncer ma présence. Au lieu de cela, je suis resté cloué sur place, écoutant ma vie se désintégrer mot par mot. Et les finances ? Notre projet tient toujours ? Évidemment. Son portefeuille d'investissement vaut une fortune. Les liquidités ne manquent pas. Le crédit immobilier pour la villa sera bientôt signé. Une fois que tout sera à mon nom, la suite s'est perdue dans un murmure que je n'ai pas saisi. Mais j'en avais assez entendu. Mes jambes ont fini par obéir et je suis redescendu en silence, mes pieds effleurant à peine les marches. Dans le salon, j'ai laissé tomber les roses sur le canapé en cuir blanc. Leurs pétales immaculés contrastaient avec les gouttes de sang qui s'échappaient de mes paumes lacérées. Je n'avais pas lâché les tiges malgré la douleur.
Mon téléphone a vibré. Un message d'Élise: Chérie, je sors faire quelques courses. Je t'aime. Je t'aime. Ces 3 mots que j'avais crus sincères quelques heures plus tôt sonnaient désormais comme une gifle. Combien de fois me les avait-elle murmurés en pensant à un autre? Combien de baisers m'avait-elle donné avec ses lèvres encore tièdes de mensonges? J'ai entendu des bruits à l'étage. Des chuchotements, des pas feutrés, le grincement discret de notre parquet. Puis la porte de service qui s'ouvrait et se refermait, celle qui donnait sur le jardin, invisible depuis la rue. Élise avait tout prévu, jusqu'au détail de leur rendez-vous clandestin. 10 minutes plus tard, elle descendait l'escalier, rayonnante, ses cheveux parfaitement coiffés, sa robe impeccable. Elle s'est approchée de moi avec ce sourire que je croyais n'appartenir qu'à moi. « Tu es rentré tôt. Quelle bonne surprise !» Sa voix n'avait pas tremblé. Pas la moindre trace de culpabilité dans ses yeux verts. C'était une actrice consommée, et moi, le parfait spectateur naïf. La conférence s'est terminée plus tôt que prévu, ai-je répondu d'une voix que je voulais normale. Elle s'est blottie contre moi, et j'ai de nouveau respiré ce parfum étranger dans ses cheveux. Plus faible maintenant, mais toujours présent. L'odeur de ma trahison. « Tu saignes !» s'est-elle exclamée en voyant mes mains. Les roses. Les épines étaient plus coupantes que je ne le pensais. Elle a pris mes mains dans les siennes, caressant délicatement mes blessures. Ses gestes étaient tendres, attentionnés. Exactement comme avant. Comment pouvait-elle jouer la comédie avec une telle maestria? « Je vais chercher la trousse de secours », a-t-elle dit en s'éloignant vers la salle de bain. Seul dans le salon, j'ai fermé les yeux et tenté de reprendre mes esprits. 10 ans de mariage. 10 ans de confiance absolue, de projets communs, de rêves partagés. Et tout cela n'était qu'une façade, un château de cartes qui s'effondrait en silence. Mais une pensée plus froide a commencé à germer dans mon esprit. Si Élise me trompait, si elle manipulait nos finances, si elle orchestrait cette trahison avec une telle précision, alors elle m'avait sous-estimé sur un point crucial. Elle ne connaissait pas l'homme qu'elle venait de réveiller. Car au-delà de la douleur, au-delà de l'humiliation, une colère sourde montait en moi. Pas une colère aveugle et destructrice, mais quelque chose de plus dangereux encore. Une rage froide, méthodique, patiente. Élise avait joué avec moi comme avec un pion sur un échiquier. Elle allait découvrir que j'étais capable de jouer aussi. Et que dans ce domaine, mes années d'expérience en stratégie financière m'avaient appris une leçon fondamentale. La meilleure vengeance se déguste froide. Très froide. Quand elle est revenue avec la trousse de secours, j'avais retrouvé mon calme apparent. Je l'ai regardé nettoyer mes plaies avec une attention feinte, mais mes pensées étaient ailleurs. Déjà, je planifiais. Déjà, j'échafaudais. « Voilà, c'est fini », a-t-elle dit en refermant le dernier pansement. « Plus de mal ? » Non, ai-je menti. Plus de mal. Mais nous savions tous les deux, sans nous l'avouer, que le mal ne faisait que commencer. Cette nuit-là, allongé à côté d'elle dans notre lit conjugal, j'ai écouté sa respiration régulière en me demandant depuis quand elle me mentait. Depuis quand notre mariage n'était-il plus qu'une mascarade? Depuis quand dormait-elle paisiblement après m'avoir trahi? Dans l'obscurité de notre chambre, mes mains bandées posées sur ma poitrine, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de nos vies. Je ne serai plus jamais sa victime. Les 3 semaines qui suivirent cette révélation furent les plus longues de ma vie. Chaque matin, je me réveillais avec l'espoir fou que tout cela n'avait été qu'un cauchemar. Chaque matin, la réalité me rappelait brutalement à l'ordre. Élise continuait sa vie comme si de rien n'était. Pire encore, elle semblait rayonner d'un bonheur nouveau. Ses publications Instagram gagnaient en sensualité, ses partenariats se multipliaient, et elle parlait sans cesse de nouveaux projets, de collaborations excitantes avec des marques de luxe. Le succès de son personal branding atteignait des sommets. Moi, je jouais le rôle du mari aimant et aveugle. Mais sous cette façade, j'observais, j'analysais, je collectais chaque indice comme un détective privé traquant sa proie. Le premier élément troublant est apparu le jeudi suivant. Élise préparait son petit déjeuner quand son téléphone a vibré. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran, et j'ai vu ses pommettes se colorer légèrement. « Qui c'est ?» ai-je demandé d'un ton détaché. « Personne d'important. » Une notification Instagram. Mensonge. J'avais clairement vu le logo de WhatsApp, pas celui d'Instagram. Et surtout, j'avais entrevu un nom, Alexandre. Alexandre. Ce prénom a commencé à résonner dans ma tête comme une obsession. Qui était cet Alexandre? Comment l'avait-elle rencontré? Depuis quand faisait-il partie de sa vie? J'ai commencé mes recherches de manière méthodique.
Mes compétences en analyse financière m'avaient appris la patience et la précision. Chaque détail compte, chaque anomalie peut révéler une vérité cachée. D'abord, j'ai étudié ses habitudes. Élise avait toujours été ponctuelle, organisée. Mais depuis quelque temps, ses horaires devenaient erratiques. Un shooting qui se terminait plus tard que prévu. Une séance photo reportée qui l'obligeait à sortir le soir. Des rendez-vous avec des partenaires potentiels qui s'éternisaient. Ensuite, j'ai analysé nos finances communes. En tant que gestionnaire de patrimoine, j'avais accès à tous nos comptes. Rien d'anormal du côté des dépenses majeures. Mais des petits retraits en espèces avaient commencé à apparaître. 50 € ici, 80 € là. Jamais assez pour éveiller les soupçons, mais suffisamment régulier pour dessiner un motif. Le déclic est venu le mardi suivant. J'étais dans mon bureau, en visioconférence avec un client qui souhaitait diversifier son portefeuille d'investissement, quand j'ai entendu la voiture d'Élise démarrer. Il était 14h30. Elle m'avait dit qu'elle travaillait à la maison aujourd'hui, qu'elle préparait sa prochaine campagne sur les soins anti-âge. J'ai interrompu ma réunion sous un prétexte quelconque et je suis sorti. Sa Mini Cooper disparaissait au bout de la rue. Sur un coup de tête, j'ai pris ma Tesla et je l'ai suivie à distance. Elle ne s'est pas rendue chez un photographe ou dans une agence. Elle a pris la direction du 16e arrondissement, s'arrêtant devant un immeuble haussmannien cossu de l'avenue Foch. Un portail en fer forgé, un hall en marbre, le genre d'adresse où vivent les entrepreneurs prospères et les héritiers fortunés. Je me suis garé à une centaine de mètres et j'ai attendu. 45 minutes plus tard, elle ressortait, les cheveux légèrement ébouriffés, un sourire béat sur les lèvres. Elle avait cette démarche particulière des femmes comblées, cette langueur que je ne lui avais plus vue depuis des mois. En rentrant à la maison, elle m'a trouvé dans mon bureau, apparemment absorbée par mes analyses de marché. « Bonne journée ?» m'a-t-elle demandé en s'approchant pour m'embrasser. « Excellente. Et toi? Tu as avancé sur ta campagne? » « Oui, très productive. J'ai eu plusieurs appels avec des marques intéressantes. » Mensonge. Elle mentait avec un naturel déconcertant, me regardant droit dans les yeux sans ciller. Comment avais-je pu être aveugle si longtemps? Cette nuit-là, j'ai fait semblant de dormir et j'ai écouté sa respiration. Vers 2 heures du matin, elle s'est levée discrètement et a quitté la chambre. J'ai attendu quelques minutes avant de la suivre. Elle était dans son bureau, tapotant sur son téléphone, un sourire tendre sur les lèvres. Elle écrivait à Alexandre. Je suis remonté me coucher, le cœur battant à tout rompre. Désormais, j'avais la certitude que ma femme me trompait. Mais je n'avais encore aucune idée de l'ampleur de sa trahison. Les jours suivants, j'ai intensifié ma surveillance. Pas de filature ostentatoire, pas de comportement suspect de ma part. Je continuais ma routine habituelle, conférences sur les nouveaux produits financiers, sessions de formation sur notre plateforme e-learning, rendez-vous avec des clients fortunés désireux d'optimiser leurs investissements. Mais chaque moment libre était consacré à percer le mystère Alexandre. J'ai commencé par l'immeuble de l'avenue Foch. Une recherche discrète dans les registres publics m'a révélé que l'appartement du 4e étage appartenait à une société holding, Foch Investissement SRL. Le gérant était un certain Alexandre Moreau, 38 ans, dirigeant d'une agence de marketing digital spécialisée dans l'influence et le personal branding. Alexandre Moreau. Enfin un nom complet. Une rapide investigation en ligne m'a permis de reconstituer son profil. Diplômé d'HEC, ancien consultant chez McKinsey, il avait créé son agence il y a 5 ans. Sa spécialité, transformer des personnalités en marques rentables, optimiser leur roi sur les réseaux sociaux, développer des partenariats lucratifs avec les grandes maisons de luxe. Le genre d'homme qu'Élise était susceptible de croiser dans son milieu professionnel. Le genre d'homme qui pouvait l'aider à développer sa carrière d'influenceuse. Mais était-ce vraiment de cela qu'il s'agissait? J'ai créé un faux profil LinkedIn et j'ai commencé à étudier son réseau. Alexandre Moreau gravitait dans les sphères du marketing haut de gamme, conseillait des célébrités, des sportifs, des entrepreneurs. Sa liste de clients se lisait comme un Who is Who du digital français. Et au milieu de tous ces noms prestigieux, j'ai trouvé celui d'Élise. Selon son profil, il l'accompagnait depuis 8 mois dans le développement de sa stratégie de communication. 8 mois. Exactement la période où j'avais remarqué ses premiers changements d'humeur, ses nouvelles habitudes, cette énergie renouvelée que j'avais naïvement attribuée à son succès professionnel. 8 mois qu'Alexandre Moreau façonnait la carrière de ma femme. Et apparemment, bien plus que sa carrière. Le vendredi soir, Élise m'a annoncé qu'elle devait partir en week-end pour un shooting en Provence.
Une marque de cosmétiques haut de gamme voulait tourner une campagne dans les lavandes. Elle partirait samedi matin tôt et reviendrait dimanche soir. Tu ne m'accompagnes pas? Ai-je demandé, testant sa réaction. Ce serait merveilleux, mais tu sais bien que tu détestes ces ambiances de tournage. Et puis, tu as ton séminaire sur les crypto-monnaies lundi matin. Tu as besoin de te reposer. Encore un mensonge habilement construit. Il était vrai que j'avais un séminaire lundi, et vrai que je n'aimais pas l'atmosphère des plateaux. Mais elle savait pertinemment que j'aurais pu faire une exception. Elle ne voulait pas que je l'accompagne. Elle avait d'autres projets. Le samedi matin, je l'ai aidée à charger ses bagages dans sa voiture. Une valise pour 2 jours, c'était beaucoup. Surtout qu'elle avait glissé dedans des lingeries que je ne lui connaissais pas. Des ensembles en dentelle noire, sophistiqués et sensuels. Nouvelles acquisitions? Ai-je demandé en désignant un soutien-gorge particulièrement affriolant. Pour le shooting. La marque veut une image plus mature, plus sensuelle. Il faut que je colle à leur vision. Bien sûr. Elle est partie vers 8 heures, me laissant seule dans notre maison soudain trop silencieuse. J'ai attendu 1 heure, puis j'ai pris ma voiture et j'ai pris la direction de l'avenue Foch. La BMW série 7 noire était garée devant l'immeuble. Celle que j'avais déjà aperçue dans notre rue. J'ai attendu. Vers 10h30, ils sont sortis ensemble. Élise portait une robe d'été que je ne lui connaissais pas, Alexandre un costume décontracté qui lui donnait l'allure d'un homme d'affaires en vacances. Il riait, complice, et quand il a posé sa main sur ses reins pour la guider vers la voiture, elle ne s'est pas écartée. Au contraire, elle s'est rapprochée de lui. Ils ont pris l'autoroute direction sud. Je les ai suivis à distance, mon GPS indiquant effectivement la route de la Provence. Peut-être qu'il y avait vraiment un shooting. Peut-être qu'Alexandre l'accompagnait pour des raisons professionnelles. Peut-être que je me faisais des idées. Mais au bout de 2 heures de route, ils ont quitté l'autoroute et ont pris la direction d'un petit village perché dans les collines. Pas de plateau de tournage en vue, pas d'équipe technique, pas de matériel photo. Juste un hôtel de charme avec vue sur les vignobles et une enseigne discrète, les Bastides du Luberon, relais et château. Un hôtel romantique. Le genre d'endroit où l'on emmène sa maîtresse pour un week-end d'amour. Je me suis garé sur le parking du village, à l'abri des regards, et j'ai observé. Ils sont entrés dans l'hôtel main dans la main. Alexandre portait leurs 2 valises comme un couple en lune de miel. La confirmation que j'attendais. La preuve irréfutable que ma femme me trompait. Mais au lieu de l'effondrement que j'avais redouté, j'ai ressenti quelque chose de différent. Une clarté froide, une détermination implacable. La douleur était toujours là, bien sûr, tapie dans un coin de mon cœur. Mais elle était recouverte par une résolution que je ne me connaissais pas. Élise et Alexandre croyaient pouvoir jouer avec moi impunément. Ils allaient découvrir leur erreur. Sur le chemin du retour, j'ai échafaudé les grandes lignes de ma stratégie. Ma formation en gestion financière m'avait appris que la meilleure défense était parfois l'attaque. Et que dans toute négociation, celui qui détient l'information détient le pouvoir. Il était temps de reprendre le contrôle. Le dimanche soir, Élise est rentrée rayonnante, bronzée, visiblement détendue. Elle m'a raconté son week-end en détail. Les champs de lavande magnifiques, l'équipe sympathique, les prises réussies. Un récit parfaitement rodé, truffé de détails vraisemblables. Si je n'avais pas été témoin de la vérité, j'aurais tout gobé. Et le shooting s'est bien passé? Ai-je demandé en feignant l'intérêt. Au-delà de mes espérances. Je pense que cette campagne va booster considérablement ma visibilité. Alexandre, enfin, mon agent, pense que ça pourrait déboucher sur des contrats internationaux. Alexandre. Elle avait failli dire son prénom avec trop de familiarité, puis s'était reprise. Mais ce lapsus confirmait ce que je soupçonnais. Leur relation dépassait largement le cadre professionnel. Formidable. Et quand verrons-nous les résultats? Dans quelques semaines. Le temps que l'équipe créative finalise le montage. Mensonge. Il n'y avait pas eu de shooting. Juste un week-end d'adultère dans un hôtel de luxe. Cette nuit-là, pendant qu'Élise dormait paisiblement à mes côtés, j'ai finalisé mon plan. 3 axes d'attaque, financiers, professionnels et personnels. Si ma femme voulait jouer sur tous les tableaux, je ferais de même. Mais contrairement à elle, moi, je ne sous-estimais pas mon adversaire. Le lundi matin, j'ai appelé mon avocat. Pierre, j'aurais besoin de tes conseils sur une question délicate. Je t'écoute. En cas de divorce, quelles seraient mes options pour protéger mon patrimoine? Un silence au bout du fil. Pierre me connaissait depuis 15 ans. Il savait que notre mariage était solide, du moins en apparence.
Des problèmes avec Élise? Disons que je préfère me préparer à toute éventualité. Sage précaution. Tu peux passer me voir cette semaine? Il y a plusieurs stratégies à étudier selon les circonstances. J'ai pris rendez-vous pour le jeudi. En attendant, j'avais du travail. Beaucoup de travail. Les semaines suivantes ont pris l'allure d'une partie d'échecs grandeur nature. Chaque mouvement d'Élise appelait une riposte de ma part, chaque mensonge qu'elle me servait alimentait ma stratégie de contre-attaque. J'avais rendez-vous avec Pierre Delacroix, mon avocat, dans son cabinet du 8e arrondissement. Pierre était un homme méticuleux, spécialisé dans les divorces complexes impliquant de gros patrimoines. Si quelqu'un pouvait m'aider à protéger mes intérêts, c'était lui. « Marc, avant tout, es-tu certain de vouloir aller jusque-là » m'a-t-il demandé en me servant un café dans son bureau aux boiseries sombres. Certaines blessures ne se referment jamais, Pierre. Et certaines trahisons ne se pardonnent pas. Je lui ai exposé la situation sans entrer dans les détails sordides. Une épouse infidèle, des soupçons sur ses intentions financières, la nécessité de me prémunir contre une séparation qui s'annonçait houleuse. Ton régime matrimonial? Séparation de biens, heureusement. Mais elle a accès à plusieurs comptes joints, et elle connaît mes investissements. Sage précaution pour un gestionnaire de patrimoine. Cela limite déjà considérablement ses prétentions. Mais dis-moi, as-tu des preuves de cette infidélité? C'était là que le bâtiment blessait. Des indices, des présomptions, des coïncidences troublantes, mais pas de preuves formelles. Pas encore. Pas suffisamment pour un tribunal. Mais je travaille dessus. Pierre a froncé les sourcils. Marc, je te connais depuis longtemps. Tu es un homme intelligent et posé. Mais ne fais rien d'illégal. Pas de filature abusive, pas de piratage de ses communications, pas de détective privé aux méthodes douteuses. Bien sûr que non. Mais dans ma tête, j'avais déjà franchi cette ligne. La morale devient relative quand on découvre que sa femme vous trompe depuis des mois. Pierre m'a expliqué les procédures, les délais, les stratégies possibles. L'avantage du régime de séparation de biens, les risques liés aux biens communs, les prestations compensatoires. Un cours accéléré de droit matrimonial qui m'a donné les armes juridiques dont j'aurais bientôt besoin. En sortant de son cabinet, j'avais les idées claires. Première étape, rassembler des preuves irréfutables. Deuxième étape, sécuriser mes avoirs. Troisième étape, préparer ma contre-offensive. Le soir même, j'ai commencé à mettre mon plan en œuvre. D'abord, les finances. J'ai discrètement modifié les accès aux comptes les plus importants, transféré une partie de mes liquidités vers des placements qu'Élise ne connaissait pas, réorganisé mon portefeuille pour limiter ses droits en cas de séparation. Rien d'illégal, simplement de la prévoyance. Ensuite, la surveillance. J'ai installé une application de géolocalisation sur ma propre voiture, celle qu'Élise empruntait parfois pour ses rendez-vous. Légalement, c'était mon véhicule. Moralement, c'était défendable. Pratiquement, c'était efficace. Enfin, j'ai embauché les services d'un cabinet de détectives privés discret et réputé. Pas pour espionner directement Élise, Pierre m'avait mis en garde, mais pour enquêter sur Alexandre Moreau. Ses finances, ses relations, ses antécédents. Connaître son ennemi, c'est déjà le vaincre à moitié. Les premiers résultats sont arrivés plus vite que prévu. Alexandre Moreau n'était pas le businessman prospère qu'il prétendait être. Son agence de marketing digital était au bord de la faillite. Il devait plus de 200 000 € à divers créanciers, son appartement de l'avenue Foch était hypothéqué jusqu'à la garde, et plusieurs de ses clients l'avaient récemment traîné en justice pour non-respect de contrat. En revanche, depuis 8 mois et exactement depuis qu'il conseillait Élise, son train de vie avait considérablement augmenté. Restaurants étoilés, week-ends de luxe, vêtements de marque. Un mode de vie incompatible avec ses revenus déclarés. La pièce du puzzle commençait à se dessiner. Alexandre ne séduisait pas ma femme par amour ou par passion. Il la manipulait pour accéder à sa fortune. Et probablement à la mienne par ricochet. Cette révélation aurait dû me rassurer. Au moins, Élise n'était pas tombée amoureuse d'un concurrent plus séduisant que moi. Elle était simplement la proie d'un escroc de charme. Mais bizarrement, cela rendait sa trahison encore plus douloureuse. Elle ne m'avait pas quitté par passion, mais par cupidité. Elle ne rêvait pas d'un grand amour, mais d'un portefeuille bien garni. La colère que j'avais réussi à contenir jusqu'ici a pris une dimension nouvelle. Plus froide, plus implacable, plus dangereuse. Le week-end suivant, Élise m'a annoncé qu'elle partait à Cannes pour les Fashion Digital Awards, une cérémonie récompensant les meilleures influenceuses mode et beauté de l'année.
Elle était nominée dans la catégorie Révélation de l'année. Tu ne m'accompagnes pas? Ai-je demandé, répétant la même question que la semaine précédente. J'aimerais beaucoup, mais tu sais bien que ce genre d'événement t'ennuie. Et puis, ce sera sûrement très long et très protocolaire. Bien sûr. Je comprends. Mais cette fois, j'étais préparé. La balise GPS dans sa voiture m'indiquerait sa vraie destination. Les détectives surveilleraient les mouvements d'Alexandre. Et moi, j'aurais enfin la preuve formelle de leur liaison. Le samedi matin, elle est partie avec sa valise habituelle et ses grands sourires menteurs. Sur mon téléphone, je voyais sa voiture prendre effectivement la direction de Cannes. Peut-être que, cette fois, elle ne mentait pas. Mais vers midi, sa trajectoire a dévié. Au lieu de continuer vers la Croisette, elle a pris la sortie vers Saint-Paul-de-Vence. Une petite ville d'art et de gastronomie, réputée pour ses hôtels romantiques et sa discrétion. Alexandre l'Y attendait. Ils avaient réservé une suite au Mas de Pierre, un établissement 5 étoiles niché dans un écrin de verdure. Le cadre idéal pour un week-end d'adultère loin des regards indiscrets. Cette fois, j'avais ma preuve. Mais au lieu de foncer là-bas pour les confondre, j'ai choisi une approche différente. J'avais appris la patience de mes années dans la finance. Les meilleurs coups se préparent à froid, se peaufinent dans le détail, s'exécutent au moment optimal. J'ai appelé le cabinet de détective. J'ai besoin de photos. Rien d'illégal, juste des clichés pris dans l'espace public. Eux entrant ou sortant de l'hôtel, se promenant dans les rues, attablés en terrasse. Compris, monsieur Dubois. Nous nous en occupons. Le dimanche soir, Élise est rentrée avec son récit habituel. La cérémonie était magnifique, elle n'avait pas gagné mais avait noué de précieux contacts, l'ambiance était électrisante. Un festival de mensonges qu'elle débita avec un naturel consommé. Et tu as rencontré des gens intéressants? Quelques marques prometteuses, oui. Mon agent pense que ça peut déboucher sur de beaux partenariats. Son agent. Alexandre. L'homme qui la manipulait et qui, accessoirement, couchait avec elle dans des hôtels de luxe payés avec l'argent de leurs arnaques. Parfait. J'ai hâte de voir les retombées. Le lundi matin, les photos étaient dans ma boîte mail. Élise et Alexandre, main dans la main devant l'hôtel. Élise et Alexandre, s'embrassant sur une terrasse ensoleillée. Élise et Alexandre, sortant de leur suite avec cette langueur caractéristique des amants comblés. Des images nettes, datées, géolocalisées. Irréfutables devant un juge. Mais ce n'était que le début de ma stratégie. Car en étudiant de plus près le dossier d'Alexandre, j'avais découvert quelque chose de troublant. Élise n'était pas sa première cliente à bénéficier de ses services très personnalisés. 2 autres influenceuses avaient eu recours à ses conseils, et toutes 2 avaient connu des déboires financiers peu après avoir rompu leur collaboration avec lui. Lisa Mercier, 34 ans, spécialisée dans la décoration d'intérieur. Elle avait engagé Alexandre pour développer sa marque personnelle. 6 mois plus tard, elle se retrouvait ruinée, son compte en banque vidé par des investissements hasardeux qu'il lui avait conseillés. Camille Dubois, un homonyme troublant, 29 ans, coach en développement personnel. Même schéma, collaboration avec Alexandre, ascension fulgurante, puis chute brutale et mystérieuse disparition de ses économies. Dans les 2 cas, les plaintes déposées contre lui avaient été classées sans suite. Manque de preuves, témoignages contradictoires, dossier trop complexe pour la police financière. Alexandre Moreau était un prédateur en col blanc. Un séducteur professionnel qui s'attaquait aux femmes influentes pour les dépouiller méthodiquement. Et Élise était sa prochaine proie. Cette prise de conscience a changé la nature de ma colère. Je n'étais plus seulement un mari trompé en quête de vengeance. J'étais devenu le protecteur d'une femme en danger, même si cette femme m'avait trahi. Car malgré tout ce qu'elle m'avait fait, malgré ses mensonges et sa duplicité, je l'aimais encore. Ou du moins, j'aimais encore la femme qu'elle avait été avant de tomber dans les filets d'Alexandre. Ma stratégie a alors évolué. Il ne s'agissait plus seulement de me venger d'Élise, mais de la sauver d'Alexandre. Quitte à la perdre définitivement, au moins aurais-je la satisfaction de l'empêcher de se faire dépouiller par un escroc. J'ai contacté Lisa Mercier et Camille Dubois. Leurs témoignages ont confirmé mes soupçons. Alexandre opérait toujours de la même manière, séduction, prise de contrôle progressive de la carrière de sa victime, accès aux finances, puis pillage systématique sous couvert d'investissements prétendument juteux. Il m'a fait miroiter des partenariats avec des marques internationales, m'a expliqué Lisa lors de notre rendez-vous dans un café discret du Marais. En échange, je devais investir dans sa société, financer des campagnes publicitaires, avancer les frais pour des projets qui n'ont jamais vu le jour.
Combien avez-vous perdu? Tout. 180 000 euros d'économie. Plus les crédits qu'il m'a fait contracter pour ses soi-disant investissements révolutionnaires. Et vous ne l'avez jamais revu? Si, une fois. Dans les bras d'une autre femme, 6 mois plus tard. Une influenceuse beauté avec des millions d'abonnés. Il recommençait le même manège. Cette femme, c'était probablement Élise. J'avais désormais tous les éléments pour démasquer Alexandre et sauver ma femme. Restait à choisir le moment et la méthode. Le mercredi soir, Élise m'a annoncé qu'elle dînait avec des partenaires pour discuter d'un nouveau projet. Elle rentrerait tard, je ne devais pas l'attendre. Des partenaires? Oui, une marque de cosmétiques coréenne veut s'implanter en France. Ils cherchent des ambassadrices. Formidable. Bonne soirée. Mais grâce au GPS, je savais qu'elle se rendait chez Alexandre. Et grâce au détective, je savais qu'il ne dînerait pas en comité restreint, mais en tête-à-tête, dans l'intimité de l'appartement de l'avenue Foch. C'était le moment d'agir. À 21h30, j'ai sonné à l'interphone de l'immeuble d'Alexandre. Une voix masculine a répondu. Qui est-ce? Marc Dubois. Le mari d'Élise. Un long silence. Puis un déclic. La porte s'est ouverte. Je suis monté au 4e étage, le cœur battant mais l'esprit clair. Alexandre m'attendait sur le palier, en chemise ouverte et pantalon de costume. Visiblement, j'interrompais leurs ébats. Monsieur Dubois. Quelle surprise. J'imagine. Où est ma femme? Élise? Elle n'est pas ici. Vous devez faire erreur. Sa voiture est garée en bas. Son téléphone indique cette adresse. Dois-je appeler la police pour signaler sa disparition? Il a blêmi. Derrière lui, j'ai entendu des bruits dans l'appartement. Élise qui s'habillait précipitamment, sans doute. Écoutez, monsieur Dubois? Non, c'est vous qui allez m'écouter. Je lui ai tendu une enveloppe Kraft. Lisa Mercier, Camille Dubois. Ça vous dit quelque chose? Son visage s'est décomposé. Il a ouvert l'enveloppe et a parcouru les documents, témoignages, relevés bancaires, preuves de ses escroqueries passées. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Bien sûr que si. Vous êtes un escroc, monsieur Moreau. Et ma femme est votre prochaine victime. À ce moment, Élise est apparue dans l'entrée, les cheveux défaits, le visage rouge de confusion et de colère. Marc, qu'est-ce que tu fais là? Je viens sauver notre mariage, Élise. Et accessoirement, ton compte en banque. Elle s'est tournée vers Alexandre, cherchant du soutien dans ses yeux. Mais l'homme avait perdu toute sa superbe. Face aux preuves de ses méfaits, il ressemblait plus à un petit escroc pris la main dans le sac qu'au businessman charismatique qu'il prétendait être. Explique-lui, Alexandre, ai-je continué. Explique-lui comment tu as dépouillé Lisa et Camille. Explique-lui ton plan pour la ruiner elle aussi. Marc, tu délires, a protesté Élise. Alexandre et moi, c'est professionnel. Il m'aide à développer ma carrière. En couchant avec toi? C'est une méthode de coaching originale. Le silence s'est abattu sur le palier. Élise me regardait avec des yeux agrandis par la stupeur. Alexandre fixait ses chaussures. J'ai des photos, Élise. Vous deux, à Saint-Paul-de-Vence le week-end dernier. Vous deux, dans le Luberon il y a 3 semaines. Vous deux, sortant de cet immeuble depuis des mois. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Pas des larmes de culpabilité ou de remords, mais de rage d'être prise en flagrant délit. Tu m'espionnes. Je me protège. Et je te protège aussi, même si tu es trop aveuglé pour t'en rendre compte. J'ai sorti une 2e enveloppe, plus épaisse que la première. Ceci contient toutes les preuves de vos rendez-vous. Plus une analyse complète de la situation financière de monsieur Moreau. Dettes, créanciers, saisie en cours. Tu veux toujours faire confiance à cet homme pour gérer ta carrière? Élise a arraché l'enveloppe de mes mains et a parcouru les documents. Au fur et à mesure de sa lecture, son visage se décomposait. Alexandre, c'est vrai? Il n'a pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Rentre à la maison, Élise. Nous avons à parler. Et si je refuse? Alors ces photos seront sur le bureau de mon avocat dès demain matin. Plus une copie adressée à ton agence, tes partenaires, et quelques médias spécialisés. Ton image de marque en prendra un coup, tu ne crois pas? C'était un chantage, je le savais. Mais j'étais trop en colère et trop blessé pour jouer fair-play. Élise m'a suivi sans un mot. Dans l'ascenseur, elle pleurait en silence. Dans la voiture, elle fixait obstinément la route. À la maison, elle s'est effondrée sur le canapé du salon. Depuis quand tu sais? Des semaines. Depuis le jour où j'ai senti son parfum dans tes cheveux.
Et tu n'as rien dit? Je préparais ma riposte. Tu m'as appris que l'attaque était parfois la meilleure défense. Elle a relevé la tête, ses yeux verts embués de larmes. Qu'est-ce que tu veux, Marc? La vérité. Toute la vérité. Et puis, nous verrons. Cette nuit-là, Élise m'a tout raconté. Sa rencontre avec Alexandre lors d'un salon professionnel. Ses premiers conseils, pertinents et efficaces. Son charme, son assurance, sa façon de la faire se sentir unique et désirable. Puis les rendez-vous de plus en plus fréquents, les confidences, la complicité qui s'était muée en attirance. Il me faisait rêver, Marc. Il me promettait une carrière internationale, des contrats en or, une notoriété que je n'osais pas imaginer. Et pour ça, tu étais prête à détruire notre mariage? Je ne pensais pas que ça irait si loin. Au début, c'était juste du flirt, de l'admiration mutuelle. Et puis tu es tombé dans son lit. Ce n'était pas programmé. Ça s'est fait naturellement, lors de ce week-end en Provence. Naturellement? Élise, cet homme t'a manipulé depuis le premier jour. Je sais, maintenant. Mais sur le moment, j'avais l'impression de revivre, tu comprends? D'être désiré, admiré, valorisé. Et moi, dans tout ça? 10 ans de mariage, ça ne compte pas? Elle s'est mise à pleurer de plus belle. Si, bien sûr que si. Mais c'était différent avec lui. Plus intense, plus passionné. Comme si je redécouvrais la femme que j'étais avant de devenir une épouse. Ces mots me transperçaient comme autant de lames. Mais au moins, elle était enfin honnête. Et financièrement? Il t'a demandé de l'argent? Pas directement. Mais il me conseillait des investissements, des placements soi-disant juteux. J'ai commencé à puiser dans mes économies pour financer ces projets. Combien? 50 000 €. Peut-être un peu plus. Mon sang n'a fait qu'un tour. Alexandre avait déjà commencé son pillage. Ces investissements, Élise, ils n'existent pas. Tu as donné 50 000 € à un escroc qui se servait de toi comme d'un distributeur automatique. Elle m'a regardé avec des yeux horrifiés. Non, ce n'est pas possible. Vérifiez vous-même. Appelez-le. Demandez-lui où en sont ces fameux projets. Elle a composé le numéro d'Alexandre, mais est tombée sur sa boîte vocale. Elle a raccroché et a tenté de le rappeler. Même résultat. Il ne répond pas. Il ne répondra plus jamais, Élise. Les prédateurs comme lui disparaissent dans la nature dès qu'ils sont démasqués. L'évidence l'a frappée de plein fouet. Elle s'est recroquevillée sur le canapé, secouée de sanglots. Je suis stupide. Tellement stupide? Non, tu es manipulé. C'est différent. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'était la question à 1 million €. Littéralement. Maintenant, Élise, c'est toi qui décides. Soit nous essayons de sauver notre mariage, soit nous organisons une séparation civilisée. Mais dans les deux cas, Alexandre Moreau sortira de nos vies définitivement. Et si je choisis de me battre pour nous? Alors il faudra tout reconstruire. La confiance, la complicité, l'amour. Ça prendra du temps. Ça demandera des efforts. Et ça ne garantit rien. Et si je choisis la séparation? Alors nous partagerons nos biens équitablement, nous divorcerons à l'amiable, et chacun refera sa vie de son côté. Elle a réfléchi longuement, le visage dans les mains. Je ne sais plus, Marc. Je ne sais plus rien. Tu as le temps de décider. Mais Alexandre, lui, ne l'a pas. Que veux-tu dire? Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre. La nuit tombait sur notre jardin parfait, sur notre vie parfaite qui venait de voler en éclats. Demain matin, je porte plainte contre lui pour escroquerie. Avec les témoignages de Lisa et Camille, plus ton propre dossier, il ne s'en sortira pas. C'est non négociable, Élise. Cet homme est un prédateur. S'il ne paie pas pour ce qu'il t'a fait, il recommencera avec d'autres femmes. Elle n'a pas protesté. Au fond d'elle, elle savait que j'avais raison. Il y a autre chose, ai-je ajouté en me retournant vers elle. Quelque chose que tu dois savoir. Quoi? Les 50 000 € que tu lui as donnés? Ce n'était que le début. J'ai retrouvé ses méthodes avec ses précédentes victimes. Dans 6 mois, il t'aurait convaincu d'hypothéquer cette maison pour financer ses projets fantômes. Dans 1 an, nous aurions été ruinés. Le silence qui a suivi était assourdissant. Élise me regardait comme si elle me voyait pour la première fois. L'homme qu'elle avait trompé, qu'elle avait voulu quitter, venait de lui sauver la vie. Merci, a-t-elle murmuré. 3 mots. Les 3 mots que j'attendais depuis des semaines. Mais contrairement à ceux que j'avais surpris le jour de ma découverte, ceux-ci m'étaient vraiment destinés.
Les jours qui suivirent notre confrontation prirent l'allure d'un cessez-le-feu précaire. Élise et moi évoluions dans la maison comme deux étrangers polis, nous parlant peu mais nous observant constamment. Elle semblait abattue, perdue, oscillant entre la culpabilité et une colère sourde qu'elle peinait à dissimuler. Moi, je poursuivais méthodiquement mon plan de vengeance, mais quelque chose avait changé. Sa vulnérabilité m'avait touché malgré moi. Le lundi matin, j'ai tenu ma promesse. Accompagné de Pierre et des témoignages de Lisa et Camille, je me suis rendu au commissariat du 8e arrondissement pour déposer plainte contre Alexandre Moreau. Escroquerie, abus de confiance, manipulation financière, les chefs d'accusation s'accumulaient. Le capitaine Rousseau, qui dirigeait la brigade financière, avait écouté mon récit avec un intérêt croissant. Monsieur Dubois, ce profil correspond à plusieurs dossiers que nous avons en cours. Des hommes séduisants qui s'attaquent à des femmes influentes ou fortunées, toujours le même modus operandi. Vous pensez pouvoir l'arrêter? Avec les éléments que vous nous apportez, c'est plus qu'envisageable. Mais il va falloir être patient. Ces individus sont habiles, ils effacent leurs traces, changent d'identité parfois. Et ma femme? Elle devra témoigner, bien sûr. Et probablement porter plainte elle aussi pour récupérer les sommes détournées. En rentrant chez moi, j'ai trouvé Élise dans son bureau, fixant son écran d'ordinateur sans rien faire. Ses réseaux sociaux étaient silencieux depuis 3 jours, ses partenaires commençaient à s'inquiéter. Comment ça s'est passé? M'a-t-elle demandé sans lever les yeux. La plainte est déposée. La police va ouvrir une enquête. Et moi? Tu devras témoigner. Et porter plainte toi aussi si tu veux récupérer ton argent. Elle a fermé les yeux, comme si cette perspective l'épuisait d'avance. Marc, est-ce qu'on peut parler? Bien sûr. Elle s'est levée et m'a fait face. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai retrouvé dans ses yeux vers la femme que j'avais épousée. Fragile, sincère, débarrassée de ses masques. Je veux me battre pour nous. Ces mots, je les avais espérés et redoutés à la fois. Espérés parce qu'au fond de moi, malgré tout, je l'aimais encore. Redouté parce que je n'étais pas sûr d'avoir encore la force de lui faire confiance. Is. Non, laisse-moi parler. Je sais que j'ai tout détruit. Je sais que j'ai menti, que j'ai trahi, que j'ai mis notre patrimoine en danger. Mais je sais aussi que tu m'as sauvé. Tu aurais pu me laisser me faire plumer par Alexandre, partir avec tes billes et refaire ta vie. Au lieu de ça, tu m'as protégé. Tu restais ma femme. Non, Marc. Tu m'aimais encore. Malgré tout ce que j'avais fait, tu m'aimais encore. Elle s'est approchée de moi, hésitante. Est-ce que tu m'aimes toujours? La question que je redoutais. Celle à laquelle je n'arrivais pas à répondre clairement, même dans le secret de mes pensées. Je ne sais pas, ai-je admis. Il y a quelques semaines, j'aurais dit oui sans hésiter. Aujourd'hui, je ne sais plus rien. Alors laisse-moi te le prouver. Laisse-moi te montrer que la femme qui t'a trompé n'était pas la vraie Élise. Laisse-moi réparer. Comment? En commençant par aller voir la police avec toi. En témoignant contre Alexandre. En récupérant notre argent. En montrant que j'ai choisi notre camp. C'était un début. Pas grand-chose, mais un début. D'accord, ai-je dit après un long silence. Nous irons ensemble mercredi. Elle a souri pour la première fois depuis des jours. Merci. Mais au moment où je commençais à entrevoir une possible réconciliation, mon téléphone a sonné. Pierre, mon avocat. Marc, nous avons un problème. Alexandre Moreau a pris les devants. Comment ça? Il a porté plainte contre toi pour harcèlement et chantage. Il prétend que tu l'as menacé chez lui, que tu as fait du chantage à ta femme avec des photos volées. Mon sang s'est glacé. C'est ridicule. Peut-être, mais légalement, sa position n'est pas intenable. Tu es allé chez lui sans être invité, tu as menacé de diffuser des photos privées, tu as exercé une pression sur ton épouse. Un bon avocat pourrait retourner la situation. Qu'est-ce que tu me conseilles? De faire profil bas. Pas de contact avec lui, pas de nouvelles menaces. Et surtout, assure-toi que ta femme soit vraiment de ton côté. Parce que si elle témoigne en sa faveur? J'ai raccroché, le cœur battant. Alexandre contre-attaquait. Et il était plus malin que je ne l'avais cru. Qu'est-ce qui se passe? M'a demandé Élise, inquiète. Alexandre. Il porte plainte contre moi. Quoi? Mais c'est impossible. Il prétend que je l'ai harcelé et menacé. Mais c'est lui l'escroc. C'est lui qui m'a manipulé. Je sais. Mais devant un tribunal, c'est sa parole contre la mienne. Et techniquement, je suis allé chez lui, je l'ai menacé, j'ai fait pression sur toi avec ses photos. Élise s'est assise lourdement dans son fauteuil.
Qu'est-ce qu'on fait? Rien. On attend. Et on espère que l'enquête sur ces escroqueries passées suffira à le discréditer. Mais au fond de moi, je savais que ce ne serait pas si simple. Alexandre Moreau était un prédateur expérimenté. Il ne se laisserait pas abattre sans se battre. Le soir même, mes craintes se sont confirmées. Élise a reçu un appel sur son téléphone portable. Alexandre. Réponds, ai-je dit. Mets le haut-parleur. Allô? Élise, ma chérie. Comment vas-tu? Sa voix était douce, presque tendre. Comme s'il ne s'était rien passé. Alexandre, pourquoi tu portes plainte contre Marc? Pour nous protéger, ma belle. Ton mari est dangereux. Il t'a manipulé, il m'a menacé. Il faut qu'il paie pour ce qu'il a fait. Mais tu m'as menti. Tu m'as escroqué. Élise, voyons. Tu sais bien que ce n'est pas vrai. Ton mari t'a monté la tête avec ses histoires. Il est jaloux, il ne supporte pas notre réussite professionnelle. Le culot de cet homme me sidérait. Même pris la main dans le sac, il continuait à mentir, à manipuler. Alexandre, c'est fini entre nous. Définitivement fini. Tu ne penses pas ce que tu dis. Tu es sous l'influence de ton mari, c'est normal. Mais tu sais au fond de toi que nous sommes faits l'un pour l'autre. Non. J'ai tout compris. Lisa Mercier, Camille Dubois, je sais ce que tu leur as fait. Un silence. Puis Alexandre a repris, d'une voix plus froide. Je vois que ton mari a fait du bon travail. Dommage, Élise. J'espérais que tu serais plus intelligente que les autres. Que veux-tu dire? Que tu as fait le mauvais choix. Ton mari va être poursuivi pour harcèlement. Sa réputation professionnelle va en prendre un coup. Ses clients fortunés n'aiment pas les scandales. Et toi, eh bien, quelques photos de nos moments intimes pourraient fuiter sur Internet. Imagine l'impact sur ta carrière d'influenceuse. C'était du chantage pur et simple. Ma colère, que j'avais réussi à contenir jusque-là, a explosé. Espèce de salaud. Ai-je hurlé dans le téléphone. Ah, monsieur Dubois. J'espérais vous avoir en ligne. Alors, comment se portent vos petites menaces maintenant? Tu ne t'en tireras pas comme ça, Alexandre. J'ai des preuves contre toi. Des preuves de quoi? Que j'ai couché avec votre femme? Ce n'est pas un crime. Que j'ai investi son argent dans des projets qui ont échoué? Ce sont les risques du business, monsieur Dubois. Vous devriez le savoir, vous qui êtes dans la finance. Tu l'as manipulée. J'ai été son conseil en communication. Si elle est tombée amoureuse de moi, je n'y peux rien. L'amour ne se contrôle pas, vous ne trouvez pas? Sa suffisance me donnait envie de le frapper. En revanche, poursuivit-il, vous avez clairement franchi la ligne rouge. Filature, chantage, menace. Un homme de votre standing qui tombe si bas, c'est déplorable. Alexandre, arrête. Intervint Élise. Laisse Marc tranquille. Ma chère Élise, c'est vous qui avez le pouvoir d'arrêter tout ça. Venez me rejoindre, et je retire ma plainte contre votre mari. Continuez à me tourner le dos, et les choses pourraient devenir désagréables pour tout le monde. Tu me fais du chantage? Je vous propose un marché équitable. Votre retour contre la tranquillité de votre mari. Vous avez 48 heures pour réfléchir. Il a raccroché, nous laissant dans un silence pesant. Élise me regardait avec des yeux horrifiés. Marc, il faut qu'on appelle la police. Ce qu'il vient de dire, c'est du chantage. Nous n'avons aucune preuve. C'est notre parole contre la sienne. Et avec la plainte qu'il a déposée contre moi, qui va nous croire? Alors qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit. On cherche une solution. Mais au fond de moi, je savais qu'Alexandre nous tenait. Il avait retourné la situation avec un talent consommé, transformant le prédateur en victime et la victime en coupable. Cette nuit-là, Élise et moi sommes restés éveillés, chacun dans ses pensées. Vers 3 heures du matin, elle a brisé le silence. Marc? Oui? Et si j'y retournais? Quoi? Chez Alexandre. Si j'y retournais pour faire tomber ses accusations contre toi? Élise, tu es folle. Cet homme est dangereux. Mais s'il retire sa plainte? Il ne la retirera pas. Il veut juste te récupérer pour finir de te dépouiller. Et ensuite, il trouvera autre chose pour me faire chanter. Alors on fait quoi? On le laisse nous détruire? J'ai réfléchi longuement. Puis une idée a germé dans mon esprit. Dangereuse, mais peut-être efficace. Et si on le piégeait? Comment ça? Tu acceptes son marché. Tu vas le voir, mais avec un micro. Tu le fais parler de ses escroqueries, de ses menaces, de ses méthodes. On enregistre tout. Marc, c'est de la folie. Et si ça tourne mal? Alors on aura au moins essayé.
Elle a réfléchi longuement. Et s'il découvre le piège? On prendra ce risque. Parce que sinon, Élise, il nous tient. Pour toujours. Le lendemain matin, elle a appelé Alexandre. J'accepte ton marché, lui a-t-elle dit d'une voix tremblante. J'en étais sûre, ma belle. Tu as toujours été plus intelligente que les autres. Retrouve-moi chez moi à 20h. Et Élise? Oui? Viens seule. Si ton mari nous suit encore, le marché est annulé. Nous avions jusqu'au soir pour préparer notre piège. J'ai contacté un ancien client qui travaillait dans la sécurité électronique. En échange d'une remise sur ses investissements, il m'a fourni un micro-espion de dernière génération, invisible et indétectable. Faites attention, monsieur Dubois, m'a-t-il dit en me remettant l'appareil. Si votre homme découvre le dispositif, les conséquences pourraient être graves. Je sais. Mais nous n'avons pas le choix. Le soir venu, j'ai aidé Élise à installer le micro dans son sac à main. Mes mains tremblaient légèrement. Pas de peur, mais d'anticipation. Nous étions sur le point de jouer notre va-tout. Tu es sûr de vouloir le faire? Oui. Cet homme nous a assez fait de mal comme ça. Sois prudente. S'il devient violent, sors immédiatement. Promis. Elle est partie vers 19h30. Moi, je me suis installé dans ma voiture, garée à quelques centaines de mètres de l'immeuble d'Alexandre, un récepteur sur les genoux. J'entendais chaque mot, chaque respiration d'Élise. 20h05, elle sonnait à l'interphone. Élise? Monte, ma chérie. Le son de l'ascenseur, puis des pas sur le palier. Entre, tu es magnifique. Merci. Alexandre, il faut qu'on parle. Bien sûr. Veux-tu boire quelque chose? Non, merci. Tu retires ta plainte contre Marc? Élise, toujours pressée d'aller à l'essentiel. C'est ce que j'aime chez toi. Alexandre, réponds-moi. Oui, je retire ma plainte. Dès demain matin. Mais en échange, je veux que tu reviennes pour de bon. Plus de mensonges, plus de double jeu. Tu quittes ton mari et tu vis avec moi. Et financièrement? Tu vas rembourser les 50 000 € que tu me dois? Rire d'Alexandre. Les rembourser? Ma chérie, cet argent a été investi. Dans notre avenir commun. Quels investissements, Alexandre? Marc m'a montré tes comptes. Tu es en faillite. Marc se mêle de ce qui ne le regarde pas. Réponds-moi. Qu'as-tu fait de mon argent? Je l'ai utilisé pour nous faire vivre, Élise. Pour nos week-ends, nos restaurants, nos sorties. Pour construire notre relation. Donc tu l'as volé. Je l'ai investi dans notre bonheur. Ce n'est pas la même chose. J'entendais la colère monter dans la voix d'Élise. Et Lisa Mercier? Et Camille Dubois? Tu as aussi investi dans leur bonheur? Silence. Puis Alexandre a repris, d'une voix plus dure. Je vois que ton mari t'a bien briefé. Tant mieux, ça va nous faire gagner du temps. Alors tu reconnais? Je reconnais que je suis un homme d'affaires intelligent. Ces femmes avaient de l'argent, j'avais des projets. Nous avons fait des affaires ensemble. Tu les as escroquées. J'ai investi leur argent dans des projets qui ont échoué. Les affaires, c'est comme ça, Élise. Parfois on gagne, parfois on perd. Et le fait de coucher avec elle, ça faisait partie du business plan? Nouveau rire d'Alexandre. Le sexe, ma chérie, c'est juste un bonus. Un moyen de consolider les relations d'affaires. Tu devrais comprendre ça, toi qui utilises ton charme pour vendre tes produits de beauté. Tu es répugnant. Je suis réaliste. Et maintenant, assez parlé. Nous avons perdu assez de temps. Viens ici. Non. Ne me touche pas. Élise, nous avons un marché. Tu es ici, j'ai retiré ma plainte. Maintenant, tu honores ta part du contrat. Le marché ne comprenait pas ça. Le marché comprend ce que je décide qu'il comprenne. Tu es chez moi, Élise. Et tu y restes. J'ai entendu des bruits de lutte, des objets qui tombaient. Élise qui criait. Je n'ai pas réfléchi. J'ai bondi de ma voiture et j'ai couru vers l'immeuble. L'interphone était encore ouvert de l'arrivée d'Élise. J'ai gravi les escaliers 4 à 4 et je me suis jeté contre la porte de l'appartement d'Alexandre. Elle s'est ouverte à la volée. Dans le salon, Alexandre tenait Élise par les poignets. Elle se débattait, le visage strié de larmes. Lâche-la. Ai-je hurlé. Alexandre s'est retourné, surpris. Tiens. Le mari fidèle qui vient sauver sa dulcinée. Comme c'est touchant. Je t'ai dit de la lâcher. Ou quoi? Tu vas encore me menacer? Appeler la police? Mais j'y pense, tu n'étais pas censé venir. Violation des termes de notre accord, monsieur Dubois. Il a sorti son téléphone.
je vais appeler les flics. Violation de domicile, 7 fois. Ça va faire tâche sur votre casier judiciaire déjà chargé. Vas-y, appelle-les. Ils vont adorer écouter l'enregistrement de notre conversation. Alexandre a blêmi. Quel enregistrement? Élise a sorti son téléphone de son sac, le dictaphone activé. Celui-ci. Où tu avoues tes escroqueries, tes manipulations, tes menaces. Tout y est, Alexandre. Il nous a regardés tour à tour, réalisant qu'il était pris au piège. Vous m'avez piégé. Comme tu as piégé Lisa, Camille et Élise. La roue tourne, Alexandre. Cet enregistrement ne vaut rien. Il a été fait sans mon autorisation. Désolé, mais en France, l'enregistrement par une partie à la conversation est légal. Demande à ton avocat. Alexandre s'est affaissé dans un fauteuil, vaincu. Qu'est-ce que vous voulez? Simple, ai-je répondu. Tu retires ta plainte contre moi. Tu rembourses immédiatement les 50 000 € volés à ma femme. Et tu disparais de nos vies pour toujours. Et si je refuse? Alors cet enregistrement se retrouvera sur le bureau de la police, du procureur, et de quelques journalistes que je connais. Ton petit business d'escroc de charme sera terminé. Définitivement. Il a réfléchi longuement, pesant le pour et le contre. 50 000 €, je ne les ai plus. Alors tu trouveras un moyen de les récupérer. Vente de l'appartement, liquidation de tes biens, emprunt. Je m'en fous. Mais dans 15 jours, cet argent doit être sur le compte d'Élise. Et ma plainte? Retirée dès demain. Sinon, l'enregistrement fuite dans l'heure. Il n'avait plus le choix. Et il le savait. D'accord, a-t-il murmuré. Mais après ça, nous sommes quittes. Après ça, nous ne nous reverrons plus jamais. Et si tu t'approches encore de ma femme, si tu la contactes, si tu la menaces, je diffuse cet enregistrement sur tous les réseaux sociaux. Ta tête sera affichée partout avec la mention escroc. Ta carrière sera finie. Nous sommes partis sans ajouter un mot. Dans l'ascenseur, Élise tremblait encore. C'est fini, lui ai-je dit en la prenant dans mes bras. C'est fini. Tu crois qu'il va tenir parole? Il n'a pas le choix. Nous le tenons. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, nous avons dormi paisiblement. Alexandre était neutralisé, sa plainte allait être retirée, notre argent récupéré. Mais au réveil, une question demeurait. Qu'allions-nous faire de notre mariage? Cette épreuve nous avait-elle rapprochés ou définitivement séparés? La réponse allait venir plus vite que prévu. 15 jours plus tard, Alexandre avait tenu parole. Sa plainte contre moi avait été retirée, et les 50 000 € d'Élise étaient revenus sur son compte, virés depuis la vente précipitée de ses meubles de luxe et de sa BMW. L'homme qui nous avait terrorisés pendant des semaines s'était évaporé dans la nature, probablement parti refaire sa vie et ses escroqueries sous d'autres cieux. La police avait classé l'enquête, faute d'autres victimes acceptant de témoigner. Alexandre Moreau était redevenu un fantôme, mais un fantôme neutralisé. Élise et moi nous retrouvions seuls face à nous-mêmes, face aux décombres de notre mariage, face à cette question qui nous hantait. Était-il encore possible de se reconstruire après une telle trahison? Les premiers signes étaient encourageants. Élise avait repris ses activités d'influenceuse avec une énergie nouvelle, mais en gardant désormais ses distances avec les conseillers extérieurs. Elle gérait elle-même ses partenariats, ses investissements, ses campagnes de marketing digital. Son authenticité retrouvée plaisait à ses abonnés, et son chiffre d'affaires n'avait jamais été aussi élevé. De mon côté, j'avais retrouvé ma sérénité professionnelle. Mes clients appréciaient ma discrétion dans cette affaire, aucun scandale n'avait filtré dans la presse spécialisée, et mes résultats sur les marchés financiers continuaient d'attirer de nouveaux investisseurs fortunés. Notre plateforme e-learning cartonnait, avec des masterclass sur la gestion de patrimoine qui affichaient complet plusieurs mois à l'avance. Financièrement, nous étions plus solides que jamais. L'épisode Alexandre nous avait coûté 50 000 € et quelques nuits d'angoisse, mais notre portefeuille global n'en avait pas souffert. Le crédit immobilier pour la villa de la Côte d'Azur était même finalisé, et nous devions signer l'acte de vente dans 3 semaines. Pourtant, quelque chose clochait encore. Malgré nos efforts mutuels, malgré les dîners en tête-à-tête, les sorties au théâtre, les week-ends en amoureux, une distance invisible persistait entre nous. Nous étions redevenus un couple en apparence, mais l'intimité véritable nous échappait encore. Élise s'en rendait compte aussi. Je la surprenais parfois le regard dans le vague, perdue dans des pensées qu'elle n'osait partager. Nos conversations restaient superficielles, nos gestes tendres mais mécaniques, nos nuits côte à côte mais sans vraie communion. C'est lors du vernissage d'une exposition de photographie au Grand Palais,
un événement mondain où se mélangeaient influenceurs, entrepreneurs et bourgeoisie parisienne, que tout a basculé une dernière fois. Élise rayonnait ce soir-là. Elle portait une robe noire Yves Saint Laurent qui mettait en valeur sa silhouette élancée, et ses bijoux Cartier captaient la lumière des spots avec une élégance parfaite. Plusieurs photographes l'avaient mitraillée à notre arrivée, et je voyais déjà les publications Instagram qui feraient grimper son engagement rate. Nous déambulions entre les œuvres d'art, flûte de champagne à la main, saluant les connaissances, échangeant des banalités mondaines. Le parfait couple parisien, beau, riche, influe. Vers 21h, alors que je discutais placement financier avec un client potentiel, j'ai vu Élise s'isoler sur la terrasse. Elle fixait les Champs-Élysées illuminés, son téléphone à la main, l'air préoccupé. J'ai rejoint mon interlocuteur et je l'ai rejointe. Tout va bien? Oui, oui. Je prends l'air, c'est tout. Mais son ton n'était pas convaincant. Et surtout, j'avais remarqué qu'elle consultait frénétiquement son téléphone depuis 1 heure. Élise, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air tendu. Ce n'est rien. Un problème avec une marque, des contrats à renégocier. Mensonge. Après tous ces mois de vie commune, je reconnaissais encore ces petits signes de nervosité. Montre-moi ton téléphone. Quoi? Marc, tu deviens parano. Montre-le-moi, Élise. Non. Tu n'as pas le droit de fouiller dans ma vie privée. Après ce qu'on a vécu? Après Alexandre? Si, j'ai le droit. Elle a reculé, serrant son téléphone contre sa poitrine. Marc, arrête. Tu es en train de tout gâcher. Nous étions si bien ces dernières semaines? Justement. Si nous allons si bien, tu ne devrais pas avoir peur de me montrer tes messages. Ce sont des conversations professionnelles. Confidentielles. Élise. Ma voix avait pris cette tonalité froide qu'elle connaissait bien. Celle que j'utilisais dans les négociations tendues, quand il fallait imposer sa volonté sans violence mais sans faiblesse. Elle m'a regardé longuement, puis a fini par me tendre son téléphone. Ce que j'y ai découvert a fait s'effondrer mes dernières illusions. Des messages WhatsApp avec un certain Thomas V. Des messages récents, datant de la semaine passée. Des messages qui ne laissaient aucun doute sur la nature de leur relation. Tu me manques déjà. Hier soir était magique. Quand pourrons-nous nous revoir? J'aimerais pouvoir crier mon amour pour toi. Thomas V. Un nom qui ne me disait rien, mais dont l'existence signifiait que tous mes efforts des dernières semaines avaient été vains. Élise me trompait encore. Qui est Thomas? Ai-je demandé d'une voix blanche. Qui est Thomas? Plusieurs invités se sont retournés sur nous. Élise a rougi, gênée par ma brutalité soudaine. Baisse le ton, s'il te plaît. Réponds-moi. C'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques jours. À un shooting. Un photographe? Un producteur. Cinéma et publicité. Il voulait me proposer des projets. Et tu couches avec tous tes producteurs maintenant? Marc, ce n'est pas ce que tu crois. Ah non? Alors explique-moi ce message, tes lèvres ont le goût du paradis. C'est très professionnel, en effet. Tu cuis, Élise? Tu me trompes encore? Avec un autre homme? 3 semaines après m'avoir juré que tu voulais sauver notre mariage? Les larmes ont commencé à couler sur ses joues, traçant des sillons noirs avec son mascara. Ce n'était pas prévu, Marc. Ça s'est fait naturellement? Naturellement? Cette fois, toute la terrasse nous regardait. Je m'en fichais. 10 ans de mariage, 2 mois de réconciliation, et elle recommençait. Encore et encore. Marc, rentrons à la maison. Nous devons parler calmement. Non. Nous parlons ici et maintenant. Ou nous ne parlons plus jamais. Très bien. Elle a essuyé ses larmes et m'a fait face avec une dignité que je ne lui connaissais pas. Tu veux la vérité? La vraie vérité? J'attends ça depuis des mois. Je t'ai trompé avec Alexandre parce que tu m'ennuyais. Parce que notre mariage était devenu une routine mortelle. Parce que tu me regardais comme un acquis, comme un trophée dans ton salon parfait. Is. Non, laisse-moi finir. J'ai voulu revenir vers toi quand j'ai découvert qu'Alexandre était un escroc. Pas par amour, Marc. Par peur. Peur de me retrouver seul et ruiné. Mais ces dernières semaines, j'ai essayé. Vraiment essayé. De te réaimer, de retrouver ce qu'on avait au début. Mais c'est impossible. À cause de Thomas? Thomas n'est qu'un révélateur. Il m'a fait comprendre que j'étais encore capable de passion, de désir, d'émerveillement. Avec lui, je redeviens une femme. Avec toi, je ne suis qu'une épouse. Ces mots me transperçaient comme autant de lames. Mais ils avaient au moins le mérite de la clarté. Donc c'est fini.
Définitivement fini. Oui. C'est fini. Le silence s'est installé entre nous. Autour, les invités faisaient semblant de ne pas écouter, mais je sentais leur regard curieux. Très bien, ai-je dit finalement. Dans ce cas, voici ce qui va se passer. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro. Pierre ? C'est Marc. Je sais qu'il est tard, mais j'ai besoin que tu lances la procédure de divorce. Dès lundi matin. Élise a écarquillé les yeux. Marc, qu'est-ce que tu fais ? Ce que j'aurais dû faire il y a 3 semaines. Quand j'ai découvert que tu étais incapable de changer. Mais nos projets, la villa, notre mariage. Il n'y a plus de mariage, Élise. Il n'y en a plus depuis des mois. Nous faisions juste semblant. Elle a tenté de prendre ma main, que j'ai repoussée. Marc, s'il te plaît. Réfléchis. Nous pouvons ? Non. Nous ne pouvons plus rien. Tu viens de me dire toi-même que tu ne m'aimais plus. Que je t'ennuyais. Que Thomas te rendait plus heureuse que moi. Je n'ai pas dit ça. Si. Tu l'as dit. Et tu as eu raison de le dire. Parce que moi non plus, je ne t'aime plus. C'était sorti tout seul. Ces mots que j'avais refoulés pendant des semaines, cette vérité que je n'osais m'avouer. Comment ça ? L'homme qui t'aimait inconditionnellement est mort le jour où j'ai découvert ta liaison avec Alexandre. Celui qui a voulu te donner une seconde chance était juste nostalgique du passé. Mais là, maintenant, en te voyant recommencer avec Thomas, je réalise que je n'éprouve plus rien pour toi. Plus rien, Élise. Ni amour, ni haine, ni colère. Juste de l'indifférence. Et c'est peut-être le pire des sentiments qu'on puisse éprouver pour quelqu'un avec qui on a partagé 10 ans de sa vie. Elle s'est mise à pleurer pour de bon, cette fois. Mais ses larmes ne me touchaient plus. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Maintenant ? Maintenant, tu vas rentrer à la maison, faire tes valises, et aller vivre chez Thomas ou dans un hôtel. Moi, je vais appeler un serrurier pour changer les serrures. Tu me mets à la porte ? Je mets fin à notre cohabitation. Légalement, tu as encore des droits sur cette maison. Mon avocat s'occupera de régler ça avec le tien. Et financièrement ? Régime de séparation de biens, tu t'en souviens ? Tu repars avec ce qui t'appartient. Tes économies personnelles, tes bijoux, tes vêtements, ta voiture. Pour le reste, nous verrons avec les avocats. La villa de la Côte d'Azur ? Achetée avec mes fonds, au nom de ma société. Désolé. Elle a vacillé, réalisant soudain les implications financières de notre séparation. Marc, sois généreux. J'ai besoin d'un petit pécule pour redémarrer. Demande à Thomas. Ou trouve-toi un autre agent pour développer ta carrière. Tu es cruel. Je suis juste. Pendant des mois, tu m'as menti, trompé, manipulé. Tu as failli me faire perdre 50 000 € et ma réputation professionnelle. Et maintenant, tu remets ça avec un autre homme. Tu pensais vraiment que j'allais t'entretenir en plus ? Elle n'a pas répondu. Elle avait compris que la partie était finie. Une dernière chose, Élise. Quoi ? Fais attention avec Thomas. Tu as de l'expérience avec les hommes qui te promettent monts et merveilles. Assure-toi qu'il ne soit pas un autre Alexandre. Elle m'a regardé avec surprise. Pourquoi tu me préviens ? Je croyais que tu t'en fichais. Je m'en fiche. Mais disons que c'est mon cadeau de divorce. Un dernier conseil gratuit. J'ai fait demi-tour et j'ai quitté la terrasse, la laissant seule avec ses larmes et ses regrets. Dans la grande galerie du Grand Palais, les invités continuaient à admirer les œuvres d'art en sirotant leur champagne. Comme si rien ne s'était passé. Comme si un mariage de 10 ans ne venait pas de s'achever sur une terrasse parisienne. J'ai récupéré mon manteau au vestiaire et je suis sorti dans la nuit. Les Champs-Élysées brillaient de 1000 feux, Paris déployait sa beauté nocturne, la vie continuait. Ma vie aussi allait continuer. Différemment, mais elle allait continuer. En rentrant chez moi seulement, désormais, j'ai trouvé un message vocal sur mon répondeur. Pierre, mon avocat. Marc, j'ai bien reçu votre appel. Je prépare les papiers pour lundi. Mais réfléchissez bien à ce week-end. Le divorce, c'est définitif. Si vous avez le moindre doute. Je n'avais aucun doute. J'ai effacé le message et j'ai ouvert une bouteille de Château Margaux 1995, un grand cru que je gardais pour les grandes occasions. C'était peut-être le moment de la déboucher. Dehors, Paris vivait sa vie nocturne. Dans quelques heures, Élise rentrerait peut-être pour récupérer ses affaires. Demain, elle découvrirait que les serrures avaient changé et que sa carte de crédit commune était bloquée. Dans une semaine, Thomas découvrirait peut-être qu'Élise n'était pas la femme de ses rêves. Dans un mois, elle réaliserait peut-être qu'elle avait tout perdu pour des illusions. Mais moi,
je ne serais plus là pour le voir. Car au fond de cette douleur, au cœur de cette trahison, une évidence s'imposait, j'étais enfin libre. Libre de la méfiance permanente, des mensonges quotidiens, de cette épée de Damoclès qui pesait sur notre couple depuis des mois. Libre de recommencer, de retrouver une femme qui m'aimerait vraiment, qui ne me tromperait pas, qui construirait avec moi plutôt que de tout détruire. Libre d'être à nouveau l'homme que j'étais avant cette mascarade. J'ai levé mon verre vers le plafond de mon salon. À la liberté, ai-je murmuré. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Un sourire sincère, libéré, apaisé. Le sourire d'un homme qui venait de comprendre que la fin d'une histoire n'était que le début d'une autre. Une histoire où je serais le seul maître de mon destin. Car après tout, n'est-ce pas la plus belle des vengeances? Celle qui consiste à vivre mieux sans ceux qui nous ont fait du mal? 3 heures plus tard, Élise n'était toujours pas rentrée. Elle ne rentrerait jamais. Et c'était parfait comme ça. 6 mois plus tard. La villa de la Côte d'Azur était exactement comme je l'avais rêvé. Vue imprenable sur la Méditerranée, piscine à débordement, jardin méditerranéen. Le cadre parfait pour mes nouvelles masterclass sur l'investissement immobilier de luxe. Ma plateforme e-learning avait explosé après le divorce. Paradoxalement, mon célibat retrouvé inspirait confiance à mes clients. L'homme qui avait su reprendre le contrôle de sa vie personnelle pouvait certainement les aider à maîtriser leurs finances. Élise? D'après ce que j'avais entendu dire, Thomas s'était révélé être exactement ce que j'avais prédit, un beau parleur sans le sou qu'il avait quitté au bout de 2 mois. Elle tentait de reconstruire sa carrière d'influenceuse, mais les scandales ou même étouffés laissent des traces dans ce milieu impitoyable. Quant à Alexandre, il avait refait surface 6 mois plus tard. À Miami, avec une nouvelle identité et une nouvelle victime. Mais ça, c'était une autre histoire. Moi, j'avais tourné la page. Définitivement. Et je n'avais jamais été aussi heureux de ma vie. Fa.